打国际城了。打国际城了。他说那是什么东西啊？ En ce moment précis, une famille est assise dans une chambre d'hôtel à Dubaï, observant les prix des vols se mettre à jour sur un écran. Le siège le moins cher disponible pour Londres coûte 15 000 $. Il y a 3 mois, il en valait 800. Ils ont 550 000 $ immobilisés dans un appartement qu'ils ne peuvent vendre, situé dans un immeuble qui n'est pas encore achevé, sur un marché que les acheteurs ont déjà déserté. Le visa qu'ils ont acheté pour échapper à l'instabilité du monde est précisément la raison pour laquelle ils ne peuvent plus le quitter. Ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas malchanceux. Ce sont des gens qui ont fait exactement tout ce que le système financier leur dictait de faire. Et ils sont piégés. Voici Dubaï en 2026. Et cette famille n'est pas la seule dans ce cas. Un chiffre se trouve au cœur de toute cette histoire. 550 000 $. C'est l'investissement minimum requis pour acquérir un Golden Visa des Émirats Arabes Unis. 10 ans de résidence légale, 10 ans de refuge, 10 ans d'accès au seul écosystème financier sur Terre qui a passé 2 décennies à convaincre les personnes les plus riches du monde que l'histoire ne pourrait jamais les atteindre ici. Des centaines de milliers de personnes ont payé cette somme. 63 milliards de dollars de capitaux privés ont afflué aux Émirats au cours de l'année précédant le début du conflit. 9 800 millionnaires y arrivaient chaque année. Un chiffre supérieur à celui de n'importe quelle autre destination sur Terre. Cet argent n'arrivait pas avec circonspection. Il arrivait porté par la confiance absolue de personnes, ayant analysé tous les signaux disponibles pour en conclure que Dubaï représentait le choix rationnel. Les signaux ont changé. Et ceux qui leur avaient accordé la confiance la plus totale sont désormais ceux qui ne parviennent plus à partir. Aujourd'hui, Dubaï ne se résume pas à un simple fait divers. C'est un règlement de compte financier. Et les gens qui y vivent ne sont pas les victimes d'un coup du sort. Ils constituent le dernier chapitre de la plus vieille histoire que l'argent ait jamais racontée. L'histoire de ce qui se produit lorsque la promesse la plus onéreuse du monde se heurte à la vérité la plus ancienne de l'humanité. Cette vérité, la voici. Le capital permet d'acheter la proximité avec la sécurité. Mais jamais, dans toute l'histoire documentée de la finance, il n'a permis d'acheter la sécurité elle-même. Pour comprendre ce qui se joue actuellement à Dubaï, il est nécessaire de saisir ce que Dubaï vendait, et avec quel extraordinaire succès elle le vendait. Cette ville n'est pas devenue un centre financier mondial par un simple coup du hasard. Il a été conçu, délibérément et à grands frais, pour être le seul endroit sur Terre où le calcul financier avait toujours un sens. Pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les plus-values, pas de droit de succession, un cadre juridique bâti pour accueillir les structures financières des particuliers et des institutions les plus riches du monde. Un marché immobilier à l'appréciation fiable au sein d'une juridiction qui a longtemps semblé véritablement stable. Et par-dessus tout, un positionnement géographique et politique permettant à Dubaï de se présenter comme un terrain neutre. Une ville étrangère à tout conflit, ne prêtant allégeance à aucune guerre et se dressant au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique comme un passage sûr et permanent pour les capitaux du monde entier. Le Centre financier international de Dubaï, le DIFC, est devenu l'incarnation physique de cette promesse. Aujourd'hui, il gère 1200 milliards de dollars. Ce chiffre mérite qu'on s'y attarde un instant, car il représente non seulement une richesse, mais aussi une confiance. La décision cumulée de milliers d'institutions, de family office, de fonds souverains et de particuliers, de confier leur vie financière à une seule et même juridiction, fondée sur une conviction unique, que Dubaï demeurerait ce qu'elle avait toujours prétendu être,
Stable, neutre, sûr. 63 milliards de dollars de patrimoine privé ont afflué aux Émirats arabes unis au cours de l'année précédant le début du conflit. Cet afflux ne s'est pas fait avec prudence. Il s'est opéré avec l'assurance de personnes ayant examiné les éléments disponibles et conclu que le risque était minime et le rendement bien réel. Elle n'avait pas tort de se fier aux faits. À l'époque, les faits étayaient cette conclusion. Ce que ces faits ne pouvaient leur révéler, ce qu'aucun fait ne peut jamais révéler à quiconque prend une décision financière en temps réel, c'est ce qui se joue actuellement à Dubaï. Prenons l'exemple d'une personne en particulier, pas une institution, pas un portefeuille. Une personne, un promoteur immobilier britannique, appelons-le par son nom, l'un des 16 500 millionnaires ayant quitté le Royaume-Uni pour la seule année 2025. Le plus grand exode de particuliers fortunés jamais enregistré par un pays européen dans l'histoire financière moderne. Il est arrivé à Dubaï il y a 18 mois avec 3 millions de dollars en poche, un Golden Visa, 2 enfants scolarisés dans une école internationale sur l'île de la Palme et l'intime conviction d'avoir pris la décision financière la plus judicieuse de son existence. Il avait revendu son bien immobilier londonien avant l'entrée en vigueur des nouvelles réformes fiscales britanniques. Il a transféré l'enregistrement de son entreprise au DIFC. Il a acheté 2 appartements sur plan à titre d'investissement locatif. Tous 2 valent désormais moins que le prix qu'il a payé. Aucun n'a trouvé preneur et tous 2 sont légalement grevés par la structure d'acquisition qu'il a utilisée pour obtenir son visa. Ses enfants sont encore scolarisés. Ses actifs se trouvent ici. Sa sortie du territoire lui coûte, à l'heure actuelle, 15 000 $ par siège sur un vol au départ d'un aéroport fonctionnant à capacité réduite en raison de dégâts causés par des missiles. Il doit acheter 4 billets. Il possède des actifs qu'il ne peut liquider. Et il détient un visa qui décrit, en termes juridiques précis, la manière exacte dont il est entré dans le pays, mais qui ne dit absolument rien sur la manière dont il peut en sortir. Il ne constitue pas un cas marginal. Il incarne l'histoire type du Golden Visa en 2026. Le programme du Golden Visa était, de par sa conception, un chef-d'œuvre d'ingénierie de produits financiers. Les gouvernements vendent des droits de résidence depuis des siècles. Le principe de la citoyenneté par l'investissement n'est ni nouveau, ni propre aux Émirats arabes unis. Ce qui distinguait la version de Dubaï, c'était la précision de son ciblage. Elle ne vendait pas la résidence à des personnes désireuses de devenir émiraties, mais à celles qui souhaitaient demeurer exactement ce qu'elles étaient. Riches, mobiles à l'échelle internationale et financièrement avertis, tout en s'offrant un ancrage juridique dans une juridiction capable de leur offrir ce que leur pays d'origine ne parvenait plus, ou de moins en moins, à leur garantir: la certitude, la stabilité, le sentiment que, quoi qu'il advienne à Londres, à Moscou, à Mumbai ou à Pékin, il existait un lieu où les règles ne changeraient pas du jour au lendemain, où le régime fiscal ne se déroberait pas sous leurs pieds et où leurs actifs resteraient bel et bien leurs actifs. En 2025, 16 500 millionnaires ont quitté la Grande-Bretagne en l'espace d'une seule année. Il s'agit du plus vaste exode de millionnaires jamais enregistré par un pays européen dans l'histoire financière moderne. La cause immédiate résidait dans une série de réformes fiscales ciblant les résidents non domiciliés, des individus qui avaient structuré leur vie financière en partant du principe que la Grande-Bretagne continuerait de leur accorder un traitement de faveur et qui découvrirent en l'espace d'un seul budget que cette hypothèse était erronée. Nombre d'entre eux ont pris la direction de Dubaï.
Ils sont venus grossir les rangs d'un flux migratoire qui attirait déjà 9 800 personnes à haute valeur nette vers les Émirats arabes unis chaque année. Un chiffre supérieur à celui de n'importe quelle autre destination sur Terre. Ils sont venus parce que les chiffres étaient éloquents, parce que le mode de vie était extraordinaire et parce que Dubaï était parvenu, dès 2025, à se positionner comme la destination logique pour quiconque voyait sa relation avec le système financier de son pays d'origine se compliquer. Ils ne s'étaient pas trompés sur les chiffres. Ils ne s'étaient pas trompés sur le mode de vie. Ce qu'ils n'avaient pu modéliser, ce qu'aucun modèle financier, au sein d'aucun family office ni d'aucune banque privée au monde, n'avait correctement pondéré, c'était la variable géopolitique qui est aujourd'hui en train de réécrire chacun de leurs calculs. Le conflit Iran-États-Unis-Israël n'est pas survenu sans avertissement. Les conflits d'une telle ampleur ne le font jamais avec le recul. Mais les marchés financiers qui valorisaient les actifs dubaïotes au début de 2025 n'intégraient pas le scénario précis qui se déroule actuellement. Ce scénario dans lequel Dubaï elle-même, ce terrain neutre, ce passage sûr, ce rempart derrière lequel reposaient 1200 milliards de dollars, devient une zone d'enjeu géopolitique majeure. Le Burj Al Arab, cet édifice devenu le symbole universel de l'ambition démesurée de Dubaï, cette tour en forme de voile qui est apparue sur davantage de brochures de gestion de patrimoine et de supports promotionnels pour les visas dorés que n'importe quelle autre image dans l'histoire de la ville. Est la proie des flammes, touchée par la chute de débris de drones. La photographie fait le tour du monde en quelques minutes. Le Fairmont Palm, où une suite coûte, à la nuitée, plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois, est frappé par une explosion. L'aéroport international de Dubaï, Nakta, par lequel transitent des millions de personnes chaque année et qui incarne physiquement la prétention de la ville à s'ériger en plaque tournante mondiale du transport, subit des dégâts causés par des missiles. Il ne s'agit pas là d'abstraction. Ce sont des événements physiques concrets qui figurent désormais au cœur des modèles de risque de toutes les institutions détenant des capitaux à Dubaï. Des modèles qui sont actuellement révisés en temps réel. Quelque part au sein du DIFC, à l'heure qu'il est, se trouve une salle de marché qui constituait, il y a 14 mois à peine, l'un des environnements financiers les plus effervescents du monde des marchés émergents. Les écrans sont toujours allumés. Les terminaux Bloomberg fonctionnent toujours. Les données continuent de circuler. Cours, position, pondération de risque, le battement de cœur numérique de 1200 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Mais les chaises sont vides. L'ordre de télétravail émanant de Goldman Sachs est tombé un mardi matin. 3 lignes dans une communication interne, sans fioriture, sans autre explication que celle que chacun, dans cet immeuble, avait déjà parfaitement saisie. Citi a suivi quelques heures plus tard. Standard Chartered a suivi le lendemain. Les personnes qui ont reçu ces messages ont rassemblé leurs ordinateurs portables, leurs badges d'accès et les quelques effets personnels qu'elles gardaient à leur bureau. Elles ont traversé un hall qui porte encore l'odeur particulière de cette climatisation de luxe, propre aux institutions financières 5 étoiles. Elles sont montées dans des voitures qui les ont conduites vers des appartements et des villas disséminés à travers la ville, et ont commencé à travailler depuis des pièces qui n'avaient jamais été conçues pour servir de centre névralgique à un écosystème financier pesant des milliers de milliards de dollars. Elles sont toujours là. Le travail se poursuit. Mais le parquet est vide. Or, un parquet de trading vide, dans une ville qui a bâti toute son identité sur l'énergie émanant de ce lieu, ne constitue pas un simple ajustement opérationnel mineur. C'est un signal. Et ceux qui savent décrypter les signaux lisent celui-ci avec une clarté absolue. Ces personnes qui reçoivent aujourd'hui
l'ordre de travailler depuis leur domicile, sont bien souvent celles-là même qui avaient choisi Dubaï, précisément parce que la ville leur semblait être l'antithèse absolue du télétravail. Elles étaient venues pour le bureau. Elles étaient venues pour la place financière. Elles étaient venues pour l'énergie concentrée d'une ville qui fut, durant toute une décennie, l'un des environnements financiers les plus dynamiques de la planète. Et les voici désormais confinées dans des appartements et des villas dont le prix avait été majoré en raison de leur proximité avec cette énergie, au sein d'une ville qui leur enjoint désormais de se tenir à distance de son centre. Elles scrutent les tableaux d'affichage des départs à l'aéroport, lequel fonctionne selon des modalités que nul n'avait pu anticiper au moment de la signature de leur bail. Considérez maintenant la question du départ. C'est là que le Golden Visa révèle sa plus profonde ironie structurelle. Une ironie qu'aucun document promotionnel, aucune présentation de gestion de patrimoine, ni aucun conseiller en résidence par investissement n'a jamais abordé de front. Le Golden Visa est un titre d'entrée. Il définit en termes juridiques précis les conditions dans lesquelles un ressortissant étranger est autorisé à résider aux Émirats arabes unis. En revanche, il ne définit pas, car il n'a jamais été conçu pour le faire, les conditions dans lesquelles ce même ressortissant étranger pourra quitter le pays de manière efficace et fluide le jour où un départ s'avérera urgent. Aujourd'hui, les tarifs des vols au départ de Dubaï ne reflètent plus les prix d'un marché ordinaire. Ils sont le reflet d'un marché où la demande a connu une flambée asymétrique. Un marché où une part significative de la population de la ville, qui compte 3 millions d'habitants et dont environ 90% des résidents sont des ressortissants étrangers, est en train de se demander simultanément si le moment n'est pas venu de faire ses valises. Les sièges en classe affaires à destination de Londres s'affichent désormais au prix de 15 000 $. Les vols à destination de Singapour, cette ville déjà évoquée dans les cercles financiers comme la prochaine destination logique pour les capitaux fuyant le Golfe, affichent des tarifs représentant des multiples de leurs prix habituels. Certaines lignes ne présentent même plus aucune disponibilité. L'aéroport, qui gère encore les conséquences opérationnelles des dommages qu'il a subis, ne fonctionne pas à sa capacité normale. Et ceux qui tentent de partir découvrent que l'infrastructure financière sur laquelle ils avaient bâti leur stratégie de sortie, la liquidité, la mobilité, la richesse transférable à l'échelle internationale qui était censée leur garantir une liberté définitive, s'avère considérablement moins mobile qu'ils ne le croyaient, car les actifs sont ici. L'immobilier qui leur a permis d'obtenir le Golden Visa, ces appartements, villas et programmes neufs qui prenaient de la valeur de manière fiable jusqu'au jour où cette tendance s'est brutalement inversée, n'est pas liquide. Il n'a jamais été liquide au sens où le sont un compte bancaire ou un portefeuille boursier. Avant même que ne survienne le premier incident lié au conflit, UBS classait déjà Dubaï au 5e rang mondial des villes présentant le risque de bulle immobilière le plus élevé. Dans une analyse publiée avant même qu'un seul missile n'ait été tiré, Fitch prévoyait une correction de 15% des prix de l'immobilier à Dubaï, imputable exclusivement à la dynamique de surabondance de l'offre qui était déjà à l'œuvre. 210 000 nouveaux logements arrivaient sur un marché qui présentait déjà les premiers symptômes d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Soit le double du nombre d'unités livrées au cours des 3 années précédentes. Le conflit n'a pas créé de problème immobilier à Dubaï. Il est venu se greffer sur une crise immobilière qui était déjà en gestation, accélérant son déroulement de plusieurs années à quelques semaines seulement. Les penthouse de luxe, mis en vente à des prix qui avaient fait la une de la presse internationale, restent aujourd'hui sans acquéreur.
Les projets immobiliers vendus sur plan aux investisseurs du Golden Visa, des projets dont la valeur reposait en partie, et depuis toujours, sur la prime de confiance associée au marché de Dubaï, constituent désormais le gage d'une situation financière que leurs acquéreurs n'avaient jamais soumise à un test de résistance face au scénario qui se déroule actuellement sous leurs yeux. L'investissement minimum de 550 000 $, qui permettait d'acquérir le Golden Visa, se matérialise aujourd'hui par un actif détenu sur un marché dont la trajectoire ne souffre aucune ambiguïté, mais dont la sortie s'avère tout sauf aisée. Et ceux qui ont le besoin le plus urgent de vendre sont précisément ceux qui disposent du moindre pouvoir de négociation. C'est là la dynamique la plus ancienne des marchés d'actifs en difficulté. Elle se joue actuellement à Dubaï, avec cette cruauté particulière inhérente aux situations où l'actif mis en vente n'a pas été acquis pour son rendement financier, mais pour le sentiment de sécurité qu'il était censé procurer. Il y a cette femme, une ressortissante russe, entrepreneuse dans le secteur technologique, quelqu'un qui a bâti une entreprise véritablement prospère et l'a transférée à Dubaï en 2022. Alors que les options qui s'offraient à elle se réduisaient considérablement. Elle a fait l'acquisition d'un penthouse sur Palm Jumeirah pour la somme de 2,4 millions de $. Elle l'a mis en vente il y a 6 semaines au prix de 2,1 millions, acceptant d'ores et déjà une perte, ayant déjà fait le calcul selon lequel se retirer du marché valait mieux que de s'y accrocher. Elle a reçu 3 visites. Aucune offre. Les agents immobiliers lui expliquent que les acheteurs qui étaient actifs sur ce marché il y a 3 mois ne le sont plus aujourd'hui. Ceux qui les ont remplacés formulent des offres à des prix qu'elles ne sauraient accepter sans matérialiser une perte susceptible de bouleverser sa situation financière d'une manière qu'elle n'est pas encore prête à affronter. Elle n'est pas désespérée au sens habituel du terme. Elle n'est pas dans l'incapacité de se nourrir ou de régler ses factures. Mais elle éprouve ce désespoir financier si particulier, propre à la personne qui a échafaudé un plan sur la base d'un ensemble d'hypothèses et qui voit désormais ces dernières s'effondrer les unes après les autres. Chacune d'elles emporte avec elle un degré de liberté supplémentaire, une option de moins, une voie de sortie dont elle n'avait pas réalisé qu'elle en dépendait jusqu'au moment où celle-ci a cessé d'être disponible. Le penthouse est magnifique. La vue depuis le salon, s'étendant par-delà les eaux vers une ligne d'horizon qui ressemble encore à cette distance à l'avenir, est extraordinaire. C'est aussi, à l'heure actuelle, un bien qui vaut moins que le prix qu'elle a déboursé pour l'acquérir. Un bien situé sur un marché qui ne connaît qu'une seule direction, au sein d'une ville qui n'est plus celle qu'elle était lorsqu'elle a décidé d'y élire domicile. Le secteur immobilier des Émirats arabes unis représente 17% du PIB national. Ce chiffre, sur un marché en pleine croissance et porté par la confiance des investisseurs étrangers, incarne une diversification réussie, permettant de s'affranchir de la dépendance au pétrole, soit précisément la transformation économique que Dubaï s'efforce de concrétiser et de projeter depuis 30 ans. Dans un marché où les acheteurs étrangers cherchent à se retirer et où la prime de confiance se résorbe en temps réel, ces mêmes 17% représentent un risque systémique de concentration d'une ampleur telle que les planificateurs économiques des Émirats arabes unis y font désormais face sans avoir le luxe du temps. Lorsque la classe d'actifs qui constitue le pilier de 17% de votre production nationale est soumise à un choc de confiance d'une telle magnitude, les répercussions se propagent à l'ensemble de l'économie avec une rapidité et une exhaustivité qu'aucune réponse politique ne saurait absorber pleinement à court terme. Il ne s'agit pas là d'un problème propre à Dubaï. Il importe de le préciser clairement, car la vérité financière que Dubaï révèle en ce moment
n'est pas une vérité qui ne concernerait que Dubaï. C'est une vérité qui s'applique à tout refuge financier ayant jamais existé. À Beyrouth, en 1975, qui fut le centre bancaire le plus sophistiqué du monde arabe, le Paris du Moyen-Orient, la ville où les familles les plus fortunées de la région déposaient leur argent et acquéraient leur résidence secondaire, nourris par la certitude que le système financier libanais serait éternellement à l'abri du conflit qui l'entourait, jusqu'au matin où cette certitude vola en éclats. C'est une vérité qui concerne Kuwait City en 1990, où les valeurs immobilières s'effondrèrent du jour au lendemain lorsque l'hypothèse de stabilité fut balayée par un événement géopolitique unique que nul acteur du marché immobilier koweïtien n'avait su anticiper et intégrer adéquatement dans ses calculs. C'est une vérité qui s'applique à Hong Kong en 1997, puis de nouveau en 2019, lorsque la prime de confiance, qui s'était inscrite au fil des décennies dans chaque classe d'actifs, commença à se résorber à mesure que l'environnement politique se transformait et que les capitaux, afflués sur la base d'un certain ensemble d'hypothèses, commençaient à se retirer sur la base d'un tout autre ensemble. Le schéma est invariablement le même. Une ville bâtit son identité financière autour d'une promesse de stabilité. Cette promesse attire les capitaux. Ces capitaux permettent d'édifier des infrastructures, des biens immobiliers, des institutions financières et un écosystème qui vient renforcer la promesse initiale. La ville devient alors, en toute légitimité, l'un des environnements financiers les plus dynamiques de son époque. Et puis, pas toujours certes, mais avec une régularité que l'histoire de la finance rend impossible à ignorer, survient l'événement, qu'il soit géopolitique ou structurel, que cette prime de confiance n'avait en réalité jamais été conçue pour absorber. Dubaï n'est pas la première ville à faire cette découverte, elle ne sera pas la dernière. Ce qui rend la version dubaïote de cette histoire singulière, ce qui la rend digne de toute l'attention et de la compréhension de quiconque s'intéresse à la circulation des capitaux, et au lieu où réside véritablement la sécurité, réside dans la précision avec laquelle Dubaï a bâti sa promesse, et dans la rapidité avec laquelle cette précision se retourne aujourd'hui contre elle. Car les personnes qui se retrouvent piégées à Dubaï en ce moment ne le sont pas par hasard. Elles sont piégées par la conclusion logique des décisions qu'elles ont prises. Elles ont choisi Dubaï parce que l'argumentaire était convaincant. Elles ont investi parce que les chiffres justifiaient cet investissement. Elles ont bâti leur vie financière en ce lieu parce que chaque signal émis par le marché leur indiquait que c'était la chose rationnelle à faire. Et les voilà désormais assises, détenant pour 550 000 $ d'actifs immobiliers illiquides sur un marché en chute libre. Elles scrutent le prix des billets d'avion sur des téléphones qui leur indiquent simultanément la dépréciation de leur portefeuille, au sein d'une ville dont la place financière tourne au ralenti, avec des effectifs réduits au strict minimum, tentant de calculer une issue à une situation que ces 550 000 $ étaient précisément censés leur éviter de connaître un jour. C'est là l'ultime et dévastatrice ironie du Golden Visa. Il a été vendu comme une stratégie de sortie, un moyen d'échapper à l'instabilité des pays d'origine, aux régimes fiscaux punitifs, à l'incertitude politique. Il s'est avéré être une stratégie d'entrée sans garantie de sortie. Il a attiré les gens, il les a ancrés financièrement. Il a lié leurs actifs à une seule et unique juridiction. Et lorsque cette juridiction est devenue la source même de l'instabilité qu'ils cherchaient à fuir, le visa qui devait incarner leur liberté est devenu le document qui a scellé leur exposition au risque.
Il existe en finance un principe appelé risque de concentration. C'est le risque inhérent à tout portefeuille, toute stratégie ou toute vie financière qui repose de manière excessive sur un actif unique, un marché unique ou une hypothèse unique. L'investisseur diversifié, selon ce principe, est l'investisseur résilient, car lorsqu'une hypothèse s'effondre, les autres continuent de tenir bon. Le Golden Visa, par sa nature même, constituait un instrument de concentration. Il concentrait les actifs sur un seul marché immobilier. Il concentrait la résidence sur une seule juridiction. Cela concentrait toute la logique de la sécurité financière dans la seule capacité d'une ville à demeurer ce qu'elle s'était toujours présentée comme étant. Dubaï n'est plus ce qu'elle se présentait comme étant. Les 1200 milliards de dollars logés au sein du DIFC ne s'évanouissent pas du jour au lendemain. Des capitaux d'une telle envergure se déplacent lentement, avec précaution, à travers des structures juridiques et financières conçues pour assurer la stabilité et qui, désormais, paradoxalement, ralentissent la sortie de ceux-là même qui ont le plus besoin d'agir avec célérité. L'argent finira par partir. Il commence d'ailleurs déjà à s'en aller, à travers les discrètes décisions de rééquilibrage de portefeuille prises par les family office, par la révision des pondérations de risque opérées par les investisseurs institutionnels, ou encore par les conversations privées qui se tiennent en ce moment même entre les gestionnaires de patrimoine et leurs clients, afin de déterminer quel devrait être le niveau d'exposition adéquat aux actifs du Golfe, dans un monde où le Golfe n'est plus ce qu'il était l'an dernier. Singapour reçoit des appels. Genève reçoit des appels. L'infrastructure financière des villes qui se positionne comme la prochaine destination logique pour les capitaux quittant Dubaï traite aujourd'hui un volume de demandes entrantes, bien supérieur à celui qu'elle traitait il y a un mois. Le capital est, par essence, adaptable, mais les hommes ne sont pas aussi adaptables que le capital. Cette famille, celle qui s'est installée à Dubaï il y a 3 ans, a inscrit ses enfants à l'école, a bâti une entreprise, a acquis des biens immobiliers et a construit toute une vie sur l'hypothèse qu'il s'agissait là d'une décision définitive. Cette famille n'est pas une simple ligne comptable dans un exercice de rééquilibrage de portefeuille. Ce sont des êtres humains vivant dans une ville qui se transforme sous leurs pieds. Ils tentent de prendre des décisions dans un climat d'incertitude, avec des actifs bien moins liquides qu'ils ne l'auraient souhaité et une porte de sortie dont le coût dépasse tout ce qu'ils avaient pu anticiper. 550 000 $, c'est le prix qu'ils ont payé pour s'offrir Dubaï. Et Dubaï, en cet instant précis, aujourd'hui même, à ce moment singulier et irréversible, est précisément le seul endroit qu'ils ne parviennent plus à fuir. Ce n'est pas un titre de journal à sensation. Ce n'est pas une exagération. C'est la conséquence, à la fois financière et humaine, d'une promesse qui reposait à un certain niveau sur la condition que certaines hypothèses demeurent valides. Or, ces hypothèses ne sont plus valides. La promesse n'est plus tenue. Et le prix de cette amère découverte, qu'il se paie en actifs illiquides, en billets d'avion hors de prix ou dans cette paralysie financière si particulière qui frappe ceux qui ont tout bâti en un seul lieu et se voient désormais contraints de partir, ce prix est payé ici et maintenant en temps réel par ceux-là même qui avaient cru, avec la plus totale conviction, au récit que Dubaï tenait sur elle-même. L'histoire n'a jamais consenti à rester en dehors des murs. Elle a seulement accepté d'attendre. Et pendant qu'elle attendait, des gens ont déboursé 550 000 $ pour s'abriter derrière ces murs. Ils y ont bâti leur vie. Ils y ont inscrit leurs enfants à l'école. Ils y ont transféré leurs entreprises, leurs actifs et toute leur confiance en l'avenir, concentrant le tout dans une seule et même ville,
qui leur promettait, dans les termes les plus onéreux et les plus juridiquement contraignants qui soient, que ces murs tiendraient bon. Dans leur chambre d'hôtel, la famille continue de guetter l'actualisation des prix des billets d'avion. L'écran affiche un chiffre qui ne cesse de fluctuer. Dehors, par la fenêtre, la ligne d'horizon qui leur a vendu cette vie est toujours là, toujours faite de verre et d'acier, s'élançant toujours vers le ciel avec cette ambition singulière propre aux villes bâties pour donner l'illusion de l'éternité. C'est toujours aussi beau. C'est là le détail que personne ne vous révèle sur l'instant précis où un refuge financier s'effondre. Il ne cesse pas d'être beau pour autant. Les tours ne s'écroulent pas, les halls de marbre ne se fissurent pas. La vue depuis le penthouse reste inchangée. Ce qui change, c'est l'unique fondement sur lequel tout cela a toujours reposé. La conviction que ce lieu, entre tous, était celui que le monde ne pourrait jamais atteindre. Or, le monde l'a atteint. Et ceux qui ont payé le prix fort pour s'y installer paieront désormais le prix fort pour en partir,